fort que Keanu Reeves dans Matrix, Napoléon est lui aussi un élu. Il est le personnage superstar auquel le cinéma mondial a consacré plus de 1000 films. Le plus oublié est sans doute Le Libertin, l'Auberge des plaisirs, ou Pour le meilleur et pour l'Empire. Et le plus célèbre est sans conteste le génial Napoléon d'Abel Gans, un mastodonte du patrimoine culturel mondial dont la légende artistique est au moins aussi rock'n'roll que la vie de l'empereur. Pour démêler les kilomètres de pellicule de cette campagne napoléonienne, les élégants Jean Tullard, académicien spécialiste de Napoléon, Michael Pierson, historien d'art, et le directeur du patrimoine de la Cinémathèque française, Joël Der. Napoléon commence par une version de 6h30 sur l'accession de Bonaparte au pouvoir que plus personne aujourd'hui n'a vu. Et pourtant... C'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma mondial, je pèse mes mots. Ce film fascine tous les gens qui l'ont vu, et ça va du public, j'allais dire, de base, aux plus grands créateurs. Il y a quand même quelque chose de spécifique à Napoléon qui attire la démesure. D'ailleurs, il n'y a pas un Napoléon d'Abel Gans, il y en a au moins 5 qu'on pourrait recenser. Réalisé en 1927, le film change tout le temps. Gans fait une version sonore en 1935 et après la mort de Gans, ça continue. En 1981, Francis Ford Coppola ajoute une musique originale de son père. Claude Lelouch sortira également sa version. Il faut dire que le film, fascinant de bruissements fantastiques, ouvre les imaginations. Vergniaud, Hébert, Barbaroux, Robespierre, Fouquier-Tinville, Collot d'Herbois. Le tournage commence en 1925. Et immédiatement, la folie d'Abel Gans, mais une folie artistique, folie généreuse, entraînait de véritables catastrophes, de dépassement de budget. Après un arrêt pour faillite, le tournage reprend. Quand il se termine, Gans se trouve devant 450 km de pellicule pour un montage de dingue. Il a fait un montage, celui qui a été présenté là en avril 1927, mais c'était un montage où on avait laissé à peu près la moitié, et même plus, de ce qui avait été tourné. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est probablement l'un des films les plus inventifs de l'histoire du cinéma. Contre nous de la tyrannie. Il y a cette séquence de la présentation de la Marseillaise au Cordelier. Et là, on s'aperçoit qu'au fond, Abel Gans est peut-être bien l'inventeur du karaoké. Eh bien, et vous? Vous ne pouvez pas chanter avec nous? Mais allez-y! Mais chantez donc! Il avait pensé son montage de telle manière à ce que ce qui se passe à l'écran d'une part et ce qui se passe dans la salle d'autre part se répondent, autrement dit de permettre au public de chanter la Marseillaise de manière synchrone avec les personnages du film. Il faut qu'il y ait un délire qui s'empare du club des Cordeliers au moment où Rouget de Lille chante la Marseillaise. Il faut qu'à ce moment-là, ça bouge, ça se surimprime. Il invente le clip. C'est le clip qui apparaît à ce moment-là dans ce film pour montrer le délire. Car Gans, c'est un visuel. Abel Gans disait quelque chose de l'ordre de je veux faire exploser aussi ou éclater l'écran. Il y a cette idée-là et il compare la manière dont il utilise la surimpression à la composition musicale, en fait. C'est vrai qu'il y a un moment, on ne sait plus très bien ce qu'on regarde, on ne sait plus non plus comment l'image est construite. Intenable, Gans met sa caméra partout, sur la queue d'un cheval au galop, en pleine mer ou sur une balançoire. Et comme un seul écran ne suffit pas à cet esprit démesuré, il passe très vite de 1 à 3 écrans. Alors, Napoléon d'Abel Gans est surtout resté célèbre pour le triptyque. C'était pas une invention gratuite, c'était aussi une invention qui permettait, selon Gans, de raconter simultanément 3 histoires différentes, si on le souhaitait, ou d'avoir 3 temporalités différentes omniprésentes à l'écran. C'est le moment où Bonaparte revient et où son destin va s'unir à celui de la Révolution. Donc il fallait agrandir l'image, il fallait créer un choc. Donc il faut qu'à ce moment-là, ça prenne une dimension épique.
Alors, le personnage essentiel du film, c'est évidemment Bonaparte. Ce n'est pas encore Napoléon. Et Dieudonné a su, lui-même étant aux limites de la folie, je l'ai connu plus tard, il se prenait vraiment pour Napoléon. Et lorsqu'il venait faire une conférence, on n'applaudissait pas, on criait à la fin « Vive l'empereur !» Et je lui disais « Sire, vous avez la parole ». Donc, Dieudonné donne cette dimension de folie au film aussi. Il est vraiment Bonaparte. Qu'attendez-vous? Gans sait utiliser ce qu'on pourrait presque appeler la caméra subjective, c'est-à-dire que tout est dans le regard de Dieudonné Bonaparte, qui regarde et qui magnétise, non seulement, parce qu'on ne les voit pas, ses soldats, mais qui magnétise aussi les spectateurs. Et donc, dans la manière dont Gans réalise ses regards caméra, je crois que là aussi, Gans joue entre ce qui se passe sur le plateau et ce qu'il espère qu'il va se passer entre l'écran et le public. Benjamin. En 1960, Gans retrouve son double monstre avec Austerlitz. Bonaparte va devenir l'empereur. Tu me vois empereur, toi? Vous ne seriez pas plus mal qu'un autre. Avec des talons. Plus léger, plus sympathique, Austerlitz et Napoléon vus par la coulisse. Abel Gans, vous avez déjà tourné Napoléon en 1926. À cette époque de votre propre aveu, vous ameniez pas mal d'innovations techniques dans le domaine du cinématographe. Pourquoi éprouver le besoin de refaire Napoléon, même si le titre a changé, en 1960? Je n'ai pas du tout l'impression, cher monsieur, de refaire Napoléon, mais simplement de le continuer. Le premier Napoléon, pour moi, qui aurait dû plutôt s'appeler Bonaparte, était un film plutôt épique, tandis que celui-ci est beaucoup plus subjectif et psychologique. En politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Il s'agit toujours de construire une image, quelque part, sauf que l'image qu'on veut construire n'est plus la même. Là, on construit l'image de quelqu'un qui dirige, de quelqu'un qui organise. Gans s'amuse en composant des cadres bizarres entre fleurs et harpe pour lâcher des sentences guerrières définitives. Il y a des cas en politique d'où l'on ne peut sortir que par des fautes. Les mots de Napoléon sont le plus souvent, mais pas toujours, authentiques. Cinéaste toujours visuel, Gans a conservé son goût des grands tableaux, des plans amples et cinglés que seul peut-être Napoléon a inspiré. Lorsque vous êtes en panne de scénario, tournez-vous vers Napoléon, reprenez l'histoire de Napoléon et vous trouverez 1000 idées de scénario.